Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette série de podcasts concernant le cours de droit administratif que nous aurons l'occasion de parcourir ensemble au cours de ces 12 parties. Dans la première partie de ce cours, nous aurons donc l'occasion d'introduire le cours de droit administratif. Nous parlerons des ministres et de leurs cabinets, des administrations générales, aussi les administrations spéciales et collatérales. On parlera ensuite de la notion de collectivité locale avant de parler de la commune. Le droit administratif est un droit difficile et unique en son genre, mais toujours présent absolument partout au second plan de la pratique juridique. Il s'agit avant tout d'une manière à comprendre car il est dense, étendu et varié. Il est le trait d'union entre tout citoyen et une administration ou entre deux administrations. Il y a du droit administratif dès qu'on parle d'une administration. Les administrations, elles, sont nombreuses, variées, elles s'organisent et agissent et sont contrôlées. Une administration existe toujours afin de garantir l'intérêt général, pour les personnes physiques ou morales privées que nous sommes qui ne peuvent remplir ces missions. Les administrations sont donc les personnes morales publiques chargées des missions d'intérêt général. Toutes les administrations sont soumises à 3 lois fondamentales, l'égalité, la continuité et le changement. Dans le service public qu'elle fournit, toute administration doit assurer l'égalité entre tous. Elle doit remplir sa mission en continu et offre toujours ses services vu la mission qui lui est confiée, service minimum, etc. Mais elle est toujours susceptible de changer pour être la plus adaptée à l'intérêt général actuel. Nous pourrions mentionner 5 illustrations du droit administratif, avec notamment l'affaire de la Carolo et motion de méfiance constructive communale, la réaffectation arbitraire d'une policière qui prend la forme d'une sanction disciplinaire déguisée dans les faits, le recours administratif devant le ministre régional compétent à l'encontre d'un refus d'octroi de permis par la commune, un marché public qui conclut bilatéralement une prestation avec une entreprise parmi d'autres appelée l'opérateur retenu, ou encore la tutelle à laquelle sont soumis les pouvoirs subordonnés, comme les pouvoirs communaux au regard de l'intérêt général. Ces quelques illustrations mettent en lumière les 3 parties du cours. Outre les EP et un lexique néerlandais-français, l'organisation de l'administration d'abord, les actions de l'administration ensuite, et les contrôles de l'administration enfin. Partie 1. L'organisation de l'administration. L'organisation de l'administration est d'abord externe avant d'être interne. On parlera donc tout d'abord de l'organisation externe de l'administration étatique belge. La Belgique est un État fédéral et décentralisé. La décentralisation est une matière administrative, elle-même influencée par le fédéralisme. Les différents niveaux de pouvoir de la Belgique fédérale comptent différentes administrations. Nous parlerons dans ce premier chapitre des administrations fédérales, régionales et communautaires, en commençant avec la première section, les ministres et leurs cabinets. Les ministres fédéraux, les ministres du roi, sont en soi des administrations du pouvoir fédéral belge. Ils sont nommés par le roi. Les ministres régionaux et communautaires sont en soi des administrations des pouvoirs fédérés. Ils sont élus par le Parlement correspondant, puis présentés au ministre-président, lui étant nommé par le roi. Chaque ministre reçoit des attributions en respect de sa compétence territoriale. Un ministre fédéral reçoit ses attributions en propre. Il exerce celle-ci en personne, sauf si un texte légal prévoit que telle attribution est réglée en Conseil des ministres. C'est une règle d'ordre public. Un ministre régional ou communautaire n'a aucune attribution en propre. Toutes les décisions sont prises par le gouvernement correspondant, sauf si celui-ci a délégué personnellement telle attribution au ministre. Or, tout ministre, pour exercer ces fameuses attributions, passe par les administrations compétentes. Ce sont les cabinets ministériels au sens large. On parle de secrétariat politique au niveau fédéral et de cabinet ministériel pour les régions et communautés au sens strict, anciennement ministère. La cassation établit que le membre d'un secrétariat politique ou d'un cabinet ministériel est sous statut plutôt que sous contrat. Il est donc statutaire. Les personnes affiliées à un cabinet ministériel, au sens large, sont désignées en vertu du pouvoir hautement discrétionnaire du ministre, c'est-à-dire que celui-ci dispose seulement d'une large marge d'appréciation. Le ministre choisit ses collaborateurs sur base d'un critère de confiance. L'acte de nomination doit être motivé en la forme, en fait et en droit. Par la suite, il arrive parfois qu'un ministre veuille se débarrasser d'un collaborateur. Le Conseil d'État nous dit que la relation statutaire est mise à néant simplement en perdant la confiance du ministre pour une raison quelconque qui ne doit pas être établie.
Cependant, cette rupture très aisée du statut est soumise au principe audi alteram partem ou d'audition préalable, s'agissant en droit administratif d'un acte consistant en une mesure grave. La personne qui risque d'en pâtir, le futur ex-collaborateur, doit toujours être entendue avant son application. Le collaborateur peut toujours saisir la justice ultérieurement, évidemment, mais la réintégration ne peut se faire que devant le même ministre et seulement si la confiance est rétablie. La fonction des membres de cabinet ministériel est variée. Conseiller juridique, conseiller économique, ingénieur commercial, chauffeur, secrétaire, etc. Il s'agit de toutes les personnes qui assistent un ministre dans ses fonctions et transmettent ses directives aux différentes administrations non politiques à la base. Passons désormais à la deuxième section avec les administrations fédérales, régionales et les communautaires au service des ministres et de leur cabinet. Au niveau non local et au sens technique, les administrations sont les ensembles d'agents qui servent un ou plusieurs ministres dans sa ou leur mission d'intérêt général. Ce sont les services d'intérêt général fédéraux, régionaux ou communautaires. On distingue 3 types d'administrations fédérales, régionales ou communautaires. Les administrations générales, administrations spéciales et administrations collatérales. Commençons donc avec les administrations générales. Depuis la réforme Copernic en 2000, les administrations générales diffèrent selon les niveaux de pouvoir. Les administrations générales fédérales sont les services publics réglés par le roi, voir Constitution, articles 37 et 107 alinéa 2. On distingue les services publics fédéraux verticaux, SPF verticaux, les services publics fédéraux horizontaux, SPF horizontaux, et les services publics de programmation, SPP. Les SPF verticaux sont au nombre de 10. On a par exemple le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, etc. Ils sont directement au service du ministre fédéral compétent dans sa mission. Les SPF horizontaux, quant à eux, ne sont que 2. On a le SPF Stratégie et Appui, autrement appelé BOSA, et le SPF Chancellerie du Premier ministre. Ceux-ci sont dits horizontaux car chapeautant toute l'organisation politique fédérale. Ils remplissent un objectif d'organisation transversale plutôt qu'un rôle plus ciblé et matériel. La stratégie fédérale générale et le budget fédéral pour l'un. L'assistance du Premier ministre pour l'autre. Les SPP n'ont pas de nombre fixe. Ils sont prévus par un gouvernement qui les attache à un SPF vertical. Il s'agit de services publics annexes, spécialement créés par le gouvernement, afin de remplir une mission précise d'un SPF vertical particulièrement importante à l'heure actuelle. Il en existe aujourd'hui 5. On a par exemple le SPP Environnement ou encore le SPP Protection du consommateur. Chaque service public s'organise autour d'un comité de direction. Un président, les responsables des services opérationnels, les directeurs fonctionnels et un responsable de la cellule stratégique. Ce comité de direction donne les directives internes à l'administration en question. Son impulsion lui est donnée par le conseil stratégique. Le ministre, le président du comité de direction, qui a une double casquette, le directeur du secrétariat politique, le directeur de la cellule stratégique, double casquette également, et des experts internes. Le conseil stratégique établit le travail de l'administration, le comité de direction l'organise et répartit les tâches. Seuls les SPP peuvent être organisés différemment puisqu'ils sont spécialement établis par le gouvernement et facultatifs. Les administrations générales, régionales ou communautaires sont plus globales et dépendent de l'entité. La région wallonne compte un seul grand ministère, le SPW, divisé en une administration transversale, horizontale et une opérationnelle, verticale. La communauté française compte à elle un seul grand ministère officieusement appelé Secrétariat de la Fédération Wallonie-Bruxelles, divisé en 5 administrations. Bruxelles compte quant à lui un seul ministère divisé en services publics régionaux. Enfin, la communauté germanophone compte un seul ministère divisé en départements. Parlons désormais des administrations spéciales. Il existe 4 fonctions administratives spéciales. On a la justice, la police, l'armée et enfin l'enseignement. Ce sont les services d'intérêt généraux qui dépassent la dichotomie fédérale du pays et qui, pour remplir leur mission, ont bien aussi besoin d'une administration indépendante du pouvoir exécutif. Les fonctionnaires de la justice, de la police, de l'armée et de l'enseignement sont directement réglés par le législateur. Par exemple, on le voit dans la Constitution, articles 184, 182 et 24. Remarquons que ceci ne fait pas obstacle à la nomination des juges, par exemple par le roi, agissant alors comme souverain de tous les Belges,
par acte administratif unilatéral. Remarquons également que l'administration spéciale de la justice ne doit pas être confondue avec le SPF Justice. Pendant que l'une fait tourner l'ordre judiciaire, l'autre appuie le ministre de la Justice dans ses projets politiques. Idem pour l'enseignement. Pas de confusion entre l'administration spéciale de l'enseignement et les administrations générales communautaires de l'enseignement. Concrètement, les magistrats, greffiers, huissiers, policiers, soldats, enseignants et d'autres du Royaume de Belgique sont directement réglés par le législateur compétent afin de rendre leur mission de justice, sécurité, défense ou enseignement. Le dernier type d'administration que nous verrons dans ce podcast sont les administrations collatérales. Les administrations collatérales sont en quelque sorte des administrations ancrées dans le giron des autres administrations fédérales, régionales ou communautaires. On distingue notamment les administrations collatérales unilatérales et les administrations collatérales bilatérales, selon leur voie de création. Les administrations collatérales unilatérales sont soit des services administratifs autonomes, soit des services administratifs à comptabilité autonome, ou encore des autorités administratives indépendantes. Les services administratifs à comptabilité autonome sont détachés dans leur financement d'une administration générale originaire. Il s'agit de remplir un objectif de souplesse et de budget. Plusieurs exemples, notamment avec le SELOR, l'Institution nationale de criminologie et de criminalistique ou encore l'administration des biens de l'État. Les services administratifs autonomes diffèrent des services à comptabilité autonome seulement en ce que ceux-ci disposent de la personnalité juridique. Non seulement les services autonomes sont détachés matériellement de l'administration générale originaire, mais ceux-ci forment aussi, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, une personne juridique distincte. Par exemple, l'AFSCA, la CGRI, les régies autonomes, les établissements publics fédéraux, régionaux ou communautaires. Attention, au sens technique, les établissements publics constituent donc une catégorie spécifique de services administratifs autonomes. Ces derniers, en plus de disposer d'une personnalité juridique propre, ne sont pas soumis à un contrôle hiérarchique, mais à un simple contrôle de tutelle. Leur pouvoir de décision est propre, bien que contrôlé. Les établissements publics sont par exemple l'ONSS, l'ONEM, le Théâtre Royal de la Monnaie, la Donation Royale, le Service fédéral des pensions, l'ONE, UNIA, etc. Les autorités administratives indépendantes, ensuite, sont à peine des administrations, en ce sens qu'elles sont des administrations fédérales, régionales ou communautaires, mais carrément exemptes de contrôle, même de tutelle. Il s'agit par exemple de la CSA et de l'IBPI. Dans leur domaine d'action, ce sont des administrations qui encadrent, régulent, arbitrent un marché public plutôt qu'elles n'y participent matériellement. Il existe enfin des administrations collatérales créées bilatéralement. Celles-ci sont nées de la rencontre de deux volontés, parfois de la volonté de personnes publiques et de personnes privées. Ce sont des administrations mixtes, parfois même partiellement privatisées, par exemple la Banque nationale, la Loterie nationale, la SNCB, la STIB, Proximus, etc. Remarquons que certaines de ces administrations collatérales sont soumises à des contrôles particuliers spécialement prévus par les lois du 16 mars 1964 et celles du 22 mars 2013. Remarquons également que les administrations collatérales, qui consistent aussi en des entreprises faisant partie du marché, sont réglées par la loi du 21 mars 1991. Enchaînons désormais avec le second chapitre de ce cours, les administrations locales. Nous abordons à présent l'organisation des administrations des collectivités locales ou des administrations locales de collectivités non locales. Il s'agit ici d'une matière très régionalisée. Parlons d'abord de la notion de collectivité locale. Les collectivités locales sont des collectivités politiques autonomes investies par ou en vertu de la constitution d'attribution qui varient et qui sont contrôlées dans leurs fonctions par une collectivité fédérée ou par la collectivité fédérale. En tant que collectivité politique, le plus souvent élue, les collectivités locales ont une fonction de gestion, mais aussi de direction. Elles prennent des décisions propres, elles n'exécutent pas seulement les ordres de collectivités fédérées ou fédérales, elles sont soumises à un contrôle dit de tutelle, pas un strict lien de subordination. Par exemple, en vue de la Constitution, article 41 alinéa 1 et 2, les communes se voient attribuer des pouvoirs propres par la région compétente et leurs membres sont directement élus. Article 162, alinéa 1. Ces collectivités sont aussi autonomes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas directement s'organiser.
C'est une compétence de la région. Mais leurs institutions instaurées par la région sont essentiellement autonomes, en ce sens qu'elles disposent d'une autorité propre et que leurs membres sont directement élus. On parle ici d'autonomie institutionnelle. Leur autonomie est aussi une autonomie de gestion. Elles ne sont pas le bras armé administratif d'une autre collectivité. Elles disposent de pouvoirs propres, attribués directement par la Constitution qu'elles exercent de façon autonome, bien que la région puisse intervenir dans une certaine mesure. Enfin, certaines collectivités locales disposent de l'autonomie fiscale. Il s'agit donc des provinces, article 170, alinéa 3, et des communes et fédérations ou agglomérations de communes, alinéa 4. C'est-à-dire que ces collectivités locales peuvent lever des taxes sous réserve des compétences des autres collectivités. Pour éviter les complications, la Constitution a nommé un gendarme de l'autonomie fiscale locale, le législateur fédéral. Le législateur fédéral peut interdire ou moduler le pouvoir fiscal des provinces ou communes. Les fédérations ou agglomérations sont généralement négligeables. Par exemple, celui-ci interdit aux provinces et communes de taxer les intercommunales du moment que ceux-ci ne portent pas atteinte à la concurrence. Cour de cassation. Les taxes communales ou provinciales ne suffisent pas à ces collectivités pour survivre, sans oublier les collectivités locales qui ne disposent pas de l'autonomie fiscale. Les collectivités locales reçoivent des dotations et subventions des pouvoirs supérieurs. Celles-ci disposent de pas mal de pouvoirs, en effet, mais elles sont toujours contrôlées. Tout d'abord, comme toutes les administrations, elles sont soumises au contrôle des juges judiciaires et administratifs. Ensuite, les collectivités locales subissent un contrôle financier sur leurs subventions et dotations, par exemple avec le contrôle des provinces par la Cour des comptes. Enfin et surtout, les collectivités locales subissent un contrôle administratif particulier, qui s'appelle la tutelle. Il s'agit d'un contrôle administratif en ce sens qu'il est exercé par une administration plutôt que par un juge pour un contrôle juridictionnel par exemple. En clair, les collectivités locales sont contrôlées par une autorité de tutelle qui vérifie le respect de la légalité et le respect de l'intérêt général dans l'adoption des normes locales. En conclusion, deux concepts essentiels émergent de ce qui précède, la décentralisation et la décentralisation politique. La décentralisation est la technique institutionnelle par laquelle une personne morale publique crée une autre personne morale publique afin de lui attribuer des responsabilités indépendantes à son égard sous réserve d'un contrôle de tutelle. La décentralisation politique est plutôt la technique institutionnelle qui conduit l'État ou la région à créer des collectivités politiques particulières et à leur attribuer des responsabilités autonomes en leur imposant un ou plusieurs contrôles politiques. Le phénomène de décentralisation ne doit pas être confondu avec la déconcentration. Toutes deux sont des techniques d'organisation administrative d'un État, mais la déconcentration consiste seulement à placer physiquement ailleurs que dans les administrations générales et le plus souvent hors de la capitale certains services, en vue de garantir une administration plus efficace, mais toujours hiérarchisée. La décentralisation crée une nouvelle personne juridique autonome. La Belgique mobilise aussi la déconcentration. Par exemple, les services de douane font partie d'administrations fixées à Bruxelles, mais ne seraient pas très efficaces s'ils étaient tous situés physiquement dans la capitale. Par exemple avec le service des impôts, ou encore les communes lorsqu'elles agissent en simple guichet des pouvoirs fédérés ou fédéral, comme pour la commande et la délivrance des cartes d'identité. Cela se fait physiquement à la commune alors que ce n'est pas du tout une compétence communale. La commune n'a pas son mot à dire là-dessus. Avant de terminer ce premier podcast, nous introduirons le concept de la commune. La commune est la première et la plus importante des collectivités locales. La Constitution la réglemente beaucoup. On a les articles 41, 162, 8, 170, 173, 190, etc. Le CWADEL et la nouvelle loi communale sont les incontournables en la matière. Le territoire des communes. La commune est d'abord une délimitation territoriale du pays. L'article 7 de la Constitution nous dit que seul un décret ou une ordonnance peut modifier les territoires communaux. Par exemple, ça a été le cas en Wallonie en août 2017. Cette compétence a été régionalisée suite à la grande fusion des communes au niveau national dans les années 70. La compétence était alors fédérale. Le roi devait alors adopter autant d'arrêtés royaux de fusion qu'il avait prononcé de fusion communale. Ensuite, chaque arrêté royal, acte administratif, a été ratifié par le législateur fédéral, d'où acte à valeur législative.
Remarquons que l'intelligence de cette procédure particulière de ratification législative était qu'il n'existait pas de contrôle judiciaire des actes législatifs à l'époque, mais bien déjà le contrôle des actes administratifs. La population des communes. La population d'une commune désigne toutes les personnes qui résident régulièrement dans la commune, peu importe leur nationalité, d'où les recensements communaux. La population d'une commune détermine directement le nombre de conseillers que celle-ci aura, entre 7 et 55. Idem pour les échevins, de 2 à 10 selon la population. Tous les résidents d'une commune ne sont pas des citoyens de la commune au sens technique, à savoir les personnes qui sont électeurs pour la commune en question. Tous les Belges majeurs et jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs dans la commune où ils sont inscrits au registre national. Constitution. L'étranger ressortissant d'un pays de l'Union européenne résidant dans une commune belge peut être électeur de la commune s'il en fait la demande avant chaque élection. Loi électorale communale, article 1 bis. L'étranger hors Union européenne peut être électeur dans la commune belge de sa résidence principale s'il en fait une demande écrite par laquelle il jure de respecter les législations et valeurs de la Belgique et s'il prouve qu'il réside à titre principal dans une commune belge depuis au moins 5 ans avant le scrutin. Article 1, ter de la même loi. Les autorités des communes. Le Code wallon, comme la nouvelle loi communale, ancienne loi fédérale conservée en région bruxelloise et sous son appellation d'origine, prône l'existence d'un corps communal. Ce corps communal est un ensemble de membres qui font vivre la commune indépendamment des collectivités fédérales ou fédérées. Ces membres sont élus, bien que parfois indirectement, et collaborent directement tous ensemble. Ils fonctionnent donc de manière univoque, sauf des fois quelques entorses au règlement. Le conseil communal. Le corps communal compte d'abord le conseil communal. Le conseil communal est l'organe le plus important du corps, voir Constitution, article 41 et LSRI, article 6, alinéa 1. Ce conseil est élu et renouvelé intégralement tous les 6 ans, le deuxième dimanche d'octobre. Prise de fonction le 1er janvier en région wallonne, dès le 1er décembre en région bruxelloise. Cette date d'élection demeure uniformisée, bien que chaque région puisse la modifier. Un conseiller communal peut être réélu indéfiniment. Le conseil communal ne peut être dissous prématurément, même partiellement. Ce conseiller doit être inscrit au registre de la commune visée et doit être belge ou au moins ressortissant européen. Du fait de son élection, un conseiller est irréfragablement présumé maîtriser suffisamment la langue de sa commune. Le scrutin communal est, comme toujours en Belgique, proportionnel. Ce scrutin est contrôlé. Au niveau communal, c'est un tiers qui vient vérifier le respect de l'élection, contrairement au niveau fédéral. Il s'agit du gouverneur de la province en Wallonie, du collège juridictionnel à Bruxelles. Ce faisant, ces autorités agissent en véritables juges administratifs. Le contrôleur vérifie d'office et strictement la répartition et l'attribution des sièges. Il peut ensuite, sur recours d'un candidat à l'élection uniquement, contrôler des irrégularités alléguées dans l'élection. Pour la mission d'office, il s'agit de la seule instance. Pour la mission sur recours, il s'agit de la première instance, la compétence d'appel revenant au Conseil d'État. LCCE, articles 14, 16 et 17. La voie du recours ne permet, lui, d'annuler le scrutin que si l'irrégularité alléguée pouvait raisonnablement modifier le résultat de sorte que la répartition des sièges eût été différente. Le président du conseil communal est assuré soit par le bourgmestre, soit par un conseiller communal sous certaines conditions. Ça devient de plus en plus courant. Et voilà pour le premier podcast. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans le prochain. Ciao, ciao!